Très heureux de vous retrouver encore plus nombreux en ce vendredi. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité à nos programmes. Bienvenue dans cette édition d'information. Au sommaire de cette édition, rejet de la motion de censure, le président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie, Mamadou Lamine Thiam, explique les raisons de l'abstention de la coalition Wallou-Sénégal. Son camp n'aura pas été impliqué dans la motion de censure. Égalité des sexes, le Sénégal, le Mali et le Haïti s'alignent sur le même agenda. Ces trois pays ont procédé ce jeudi au partage des résultats issus des ateliers de capitalisation entre voix et leadership féminin tenus au courant de la semaine. Reportage à suivre dans ce journal. Enfin, qu'en est-il des mesures de baisse des prix des denrées de consommation courante? Le chef de l'État avait pris des décisions relatives à la baisse immédiate des prix depuis le 12 novembre dernier, sauf que l'application est tout autre dans la capitale sénégalaise. Micro-trottoir à suivre dans ce journal. Les pages internationales et sportives viendront clôturer ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Rejet de la motion de censure du gouvernement d'Amadouba pour Mamadou Lamine Thiam, président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. La coalition Wallou-Sénégal a opté pour l'abstention dans cette affaire parce qu'elle n'a pas été impliquée sur la motion de censure. À cet effet, Mamadou Lamine Thiam invite la coalition Yewwi Askan Wi à plus de collaboration avec l'opposition pour une convergence d'idées honorables. Mamadou Lamine Thiam. Cela nous vient parce que nous n'avons pas été impliqués. Nous avons estimé que notre groupe parlementaire est un groupe majeur. Nous sommes à l'Assemblée depuis 1978. Et avec l'opposition, nous y sommes ancrés. Donc, si par exemple une partie de l'opposition estime devoir mettre en place, présenter une motion de censure, sans nous la présenter, sans nous impliquer, nous ne pouvons pas donc participer. C'est pourquoi nous nous sommes abstenus. Alors parce que l'opposition doit se concerter sur les grands objets. Si on a de grands événements comme ça, si on a de grandes initiatives à prendre, on doit se concerter. Mais si on ne se concerte pas, si on n'est pas impliqué, on est désolé de ne pas pouvoir partir. Madame la ministre de la Microfinance, de l'économie sociale et solidaire, Victorine Ndeye, qui était présente à l'Assemblée nationale hier lors de l'examen de la motion de censure, a salué le rejet de celle-ci et s'est félicité ensuite de la posture adoptée par certains parlementaires de l'hémicycle. Suivez. Aucune surprise. Nous avons une Assemblée nationale, nous avons des députés républicains qui ont le sens de la responsabilité et quand il a fallu prendre la responsabilité, ils l'ont fait. Ils l'ont fait parce qu'ils ont compris. Ils ont compris que nous sommes sur la rampe de l'émergence et il nous faut aller vite. Il nous faut aller vite pour adresser les problématiques de la population. Il nous faut aller vite pour vraiment mettre en œuvre sous la direction du Premier ministre la vision de son Excellence le Président de la République. Ils ont compris qu'ils sont sur du bon et qu'il nous faut vraiment aller accompagner le gouvernement pour adresser les problématiques de la population. Je vous le disais dans le sommaire, le projet Voix et Leadership des femmes dans son élan pour l'égalité des sexes a permis au Sénégal, au Mali et au Haïti également de s'aligner ce 15 décembre sur un même agenda. Le renforcement du mouvement associatif féminin et leur résilience financière ont été au menu des débats entre les trois pays. Suivez le reportage. Le projet Voix et Leadership des femmes visant l'exercice accru des droits des femmes et des filles, mais aussi et surtout le progrès vers l'égalité des sexes, a permis au Sénégal, au Mali et au Haïti de procéder ce 15 décembre au partage des résultats issus des ateliers de capitalisation entre Voix et Leadership des femmes tenus au courant de la semaine. En croire la chef du projet, des centaines d'organisations de femmes reparties entre ces trois pays ont été outillées dans la mise en œuvre des politiques de projet. Aujourd'hui, avec seulement ces trois pays, il y a des centaines d'organisations de la société civile de femmes outillées, renforcées, qui font un travail extraordinaire dans la mise en œuvre des politiques au niveau des pays respectifs. Venu représenter le ministre de la Femme et de la Famille, de la Protection de l'Enfance, le secrétaire général du ministre, Mamgor Ndiouf, pour sa part, a rassuré sur les fortes décisions intervenant en faveur des femmes. Notre environnement est très protecteur des droits des femmes et des enfants.
On a un dispositif institutionnel également robuste à travers non seulement les différents ministères sectoriels qui interviennent en faveur des femmes sous le leadership de notre ministère, mais aller au niveau de l'agriculture, il y a des investissements et projets importants pour l'autonomisation des femmes dans l'agriculture. Le travail a abouti au renforcement de la solidarité féminine et sous-régionale à travers une alliance. Et entre les organisations partenaires, nous avons ici Mme Awa Ali Doumbia au niveau du Mali et Mme Habibatou Niare. Et donc ce sont des femmes, en tout cas emblématiques au sein de leur pays. Et l'expérience qu'elles nous ont apportée ici, que nous avons pu partager entre les organisations du Sénégal et les organisations de Haïti, ces expériences-là nous ont permis de comprendre en tout cas les défis, les enjeux, mais aussi de voir les points communs et là où nous avons besoin de nous tirer les unes les autres. Le projet Voix et Leadership féminin a été financé à hauteur de 16,16 millions de dollars par le Canada et par le biajustement de son ambassade à Dakar. Santé à présent dans ce journal et 4e congrès conjoint entre la Société sénégalaise de cancérologie et l'Association sénégalaise de soins palliatifs et d'accompagnement. Le congrès s'est tenu ce jeudi 15 décembre au CICAD. L'objectif visé est de porter plus haut la lutte contre les cancers et les soins palliatifs qui accompagnent toutes ces maladies chroniques et évolutives. À cet effet, 4 jalons ont été posés. Dr Bernard Nier, directeur de la santé. Le premier jalon est que ce congrès nous permettra de mettre à jour toutes les données statistiques de la problématique du cancer dans nos pays respectifs. Et quand je parle de données statistiques, je pense aux estimations de nombre de malades, je pense au nombre de malades qui ont été effectivement diagnostiqués et je pense à la répartition de ce nombre de malades par type ou par catégorie de cancer. Cela est important parce que cela va nous permettre d'identifier également les types de médicaments et les quantités de médicaments dont nous aurons besoin pour les prendre en charge. Médicaments ici au sens large. Le deuxième jalon est que nous allons confronter les politiques de lutte contre les cancers que nous avons élaborées et que nous sommes en train de mettre en œuvre respectivement dans nos différents pays. Cela nous permettra de nous enrichir mutuellement à travers des partages d'expériences. Le troisième jalon est que nous allons prendre des décisions. Nous allons prendre des décisions parce que des vérités vont jaillir au cours de ce congrès immanquablement. Nous allons bénéficier de l'apport de tous ces experts nationaux et internationaux qui vont nous révéler, qui vont nous donner des informations, qui vont nous révéler des réalités, qui vont nous décrire des situations concrètes, qui vont nous donner de la matière pour justement permettre aux autorités compétentes de faire leur analyse et de prendre les mesures et les décisions les plus adéquates, les plus indiquées pour mieux lutter contre les cancers. Et quatrième jalon, non moins important, est qu'au cours de ce congrès, et même au-delà, donc nous aurons l'occasion de puiser tout ce qui nous permettra de renforcer le partenariat au sens global. Je vous le disais également dans le sommaire, le président de la République, son Excellence Macky Sall, avait annoncé des mesures relatives à la baisse des prix de denrées de première nécessité. Une baisse immédiate entrée en vigueur le 12 novembre dernier. Sur le bémol, les nouveaux tarifs ne sont pas encore appliqués dans la capitale sénégalaise et les Dakarois restent sur leur faim. Le micro-trottoir est signé Marem Faye et Abdouaziz Gueye. C'est une mesure qui n'a aucun suivi. Normalement, ça devrait être accompagné, surtout quand c'est le président qui le décide. Les commerçants ont été surpris parce qu'aucun accompagnement n'a été fait jusque-là. Vous voulez qu'ils vendent à perte, ils ne vont pas l'accepter. Il n'y a pas de suivi, c'est ça le problème. Dans tous les cas, il n'y a pas de suivi. Le président a pris cette mesure, mais ce n'est pas appliqué, donc aucune importance. C'est vrai, nous avons vu une équipe du ministre du Commerce sur le terrain pour contrôler effectivement l'application des nouveaux prix, mais moi je remarque qu'il n'y a plus de sucre dans les boutiques. Si vous voulez faire du thé par exemple, c'est tout un problème. Pourquoi ils refusent de le vendre? Ça veut dire qu'il y a un souci. Pourquoi n'oubliez pas aussi que un pays qui se développe, les prix aussi se développent. Les prix des denrées se développent. Ça va ensemble. Dès que vous avez am alal, dund bi moy gëna cher
que dëkk boo xam ne nii amul alal. Je pense que le président est juste ambitieux, oui, mais cette mesure devrait commencer par les grossistes, parce que les boutiquiers sont que des détaillants. Par exemple, si vous avez une boutique que vous achetez un sac de riz à 20 000, par exemple, le boutiquier le revendra justement à 22 000 francs ou à 21 000 minimum pour avoir quelque chose. Un grave accident s'est produit ce matin vers 8 h à hauteur de Nord-Foire en face de la SDE. Un car communément appelé Ndiaga Ndiaye s'est renversé, faisant ainsi 15 blessés dont 2 graves. Selon l'apprenti, le chauffeur, après plusieurs tentatives de freinage, en vain a perdu le contrôle de la voiture depuis le stade Amitié. Le carrefour qui a quitté Kermassar finira malheureusement sa course à la SDE de Nord-Foire en percutant une voiture 4x4 stationnée devant lui avant de se renverser. À présent, place à l'actualité internationale. Sommet États-Unis-Afrique, Joe Biden acte le retour diplomatique de son pays sur le continent africain. L'Union européenne s'accorde sur de nouvelles sanctions contre la Russie et une aide à l'Ukraine. Enfin, en France, 10 morts, dont 5 enfants dans un violent incendie à Vaux-en-Velin. Durant cette dernière journée du sommet États-Unis-Afrique, le président américain Joe Biden a appelé à une représentation permanente de l'Afrique au G20 et a annoncé vouloir se rendre sur le continent africain. Pendant ces 3 jours de sommet, le président américain s'est posé en porte-voix de l'Afrique, où il a d'ailleurs promis de se rendre. Ce serait ainsi la première visite d'un président américain sur le continent depuis Barack Obama, qui était allé au Kenya et en Éthiopie en 2015. Plusieurs dirigeants africains l'ont remercié pour son invitation à Washington et lui ont d'ailleurs proposé de lui rendre cette invitation. Joe Biden n'a pas précisé ni où ni quand il ira sur le continent. Et puis le dernier sommet européen de l'année a été consacré en grande partie à l'Ukraine et à l'aide européenne apportée à Kiev. Durant ce rendez-vous des chefs d'État européens, les 27 se sont mis d'accord sur une enveloppe globale de 18 milliards d'euros d'aide à l'Ukraine en 2023. Les dirigeants européens se sont également accordés sur un 9e train de sanctions à l'encontre du régime de Vladimir Poutine. L'accord, qui doit être formellement finalisé ce vendredi, prévoit d'inscrire près de 200 personnes supplémentaires sur une liste noire et d'interdire les investissements dans l'industrie minière russe, entre autres. En France, l'incendie d'un immeuble près de Lyon, dans le centre-est de la France, a fait 10 morts, parmi lesquels 5 enfants et 19 blessés, dont 4 dans un état grave. Dans la nuit de jeudi à vendredi, le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour en déterminer les causes, précisant n'écarter aucune hypothèse, notamment la piste criminelle. L'incendie s'est déclaré peu après 3 h, 2 h temps universel, dans un immeuble de 7 étages de la commune Vaux-en-Velin. Les flammes sont parties du rez-de-chaussée pour se propager vers les étages. Le sinistre a mobilisé près de 565 engins et 170 pompiers, et 2 d'entre eux ont été légèrement blessés lors de l'intervention, selon la préfecture. À présent, place à la page sportive. La FIFA annonce une Coupe du Monde des clubs à 32 équipes en 2025 et le Maroc, pays hôte de l'édition 2023. L'Italie, Cher Ndoro, appelé en stage par Roberto Mancini. Enfin, à 48 heures de la finale de la Coupe du Monde, Lionel Messi s'est fait remarquer par son absence à l'entraînement de ce jeudi. Le second. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a annoncé ce matin la création d'une nouvelle Coupe du Monde masculine des clubs qui débutera en 2025 et réunira 32 des meilleures équipes du monde. Il a informé également que le Maroc va abriter l'édition 2023 qui comptera 7 équipes. Le pays avait déjà organisé cette compétition en 2014. Ce tournoi qui aura lieu au Maroc du 1er au 11 février 2023 sera évidemment la dernière édition avec le format à 7 équipes créées en 2000, dont les vainqueurs de chaque confédération de leur premier trophée et le vainqueur de la Ligue des Champions. En effet, en 2025, le nombre de participants passera de 7 à 32 équipes et se jouera tous les 4 ans. Grande absente de cette Coupe du Monde au Qatar, l'Italie se prépare déjà aux échéances futures. En effet, Roberto Mancini a convoqué en stage 69 jeunes internationaux italiens des catégories inférieures, notamment le sénégalo-italien Cher Ndoro. L'année 2022
de l'équipe nationale italienne qui n'a pas réussi à se qualifier pour le tournoi qatari se terminera par un stage à Covesiano sous les ordres du sélectionneur. Un stage créé pour faciliter la transition des équipes de jeunes à l'équipe nationale senior et élargir ainsi la base des joueurs sélectionnables en vue des engagements à venir de l'Italie. Une longue série de joueurs convoqués se rassemblera en effet sous les ordres du sélectionneur italien. Enfin, Qatar 2022, Lionel Messi absent à l'entraînement ce jeudi. Sera-t-il à 100%? C'est moins physique pour ce qui pourrait être le match le plus important de son immense carrière. La question se pose peut-être pour Lionel Messi dont l'absence à l'entraînement de l'Albi Céleste a été remarquée ce jeudi. À 3 jours de la finale de la Coupe du Monde, dimanche à 15h GMT, Lionel Scaloni et son staff technique ne s'affolent toutefois pas. La Pulga tiendra bien sa place en finale de la Coupe du Monde, rapporte le quotidien argentin Clarín. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Restez en compagnie des programmes de la Tempo Africa TV, les meilleurs.